Je n'aurais jamais imaginé qu'une fête d'anniversaire en famille serait le moment où j'arrêterais enfin de chercher à m'intégrer. Je m'appelle Jocelyn Parker et j'ai 32 ans. Après avoir longtemps évité les grandes réunions de famille, j'ai décidé de retourner à l'anniversaire de mon père car je voulais affronter ce que j'avais évité au lieu de fuir à nouveau. Cette fois-ci, je n'y allais pas seul. J'ai choisi d'emmener mon petit ami car il fait partie de ma vie et j'en avais assez de faire comme si j'avais besoin d'une autorisation pour aimer qui je voulais. Dès notre arrivée, l'atmosphère a changé d'une manière que j'ai ressentie sans que personne n'ait besoin de dire un mot. Les gens nous regardaient avant de nous parler, et mon père n'a pas hésité une seconde. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Toi et ton nouveau petit ami, vous faites honte à notre famille. Personne ne vous apprécie ici. » Un silence pesant s'est installé dans la pièce, plus lourd que choqué. Mon petit ami n'a pas élevé la voix. Il n'avait pas l'air en colère. Il m'a simplement regardé calmement et a dit « Ce n'est rien. Rentrons à la maison. » J'ai préparé une surprise pour eux. Je l'ai regardé et lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il n'a pas répondu. Il a juste souri. À ce moment-là, je n'ai ressenti ni blessure ni honte. J'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus clair, quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à ressentir auparavant. Je me suis senti en sécurité. J'ai compris que j'avais atteint la limite que je ne laisserais jamais personne franchir, et que je ne voulais plus me justifier. 1 heure plus tard, des photos de la fête, plongées dans un chaos total, sont apparues sur Facebook. Si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé après notre départ et pourquoi tout a basculé de façon si inattendue, abonnez-vous. Aimez cette vidéo et partagez vos impressions dans les commentaires, car cette histoire prend une tournure bien plus complexe. Avant la fête, j'avais déjà accepté qu'en retournant dans cette maison, je replongeais dans un système conçu pour le contrôle et non pour le confort. Pendant la majeure partie de ma vie, ma relation avec mon père s'était fondée sur l'obéissance plutôt que sur la compréhension. Chaque décision importante devait être conforme à ses critères. Non pas parce qu'il m'avait demandé mon avis, mais parce qu'il avait déjà décidé bien avant moi de ce à quoi ressemblerait une vie réussie pour moi. J'ai toujours eu mon mot à dire. Partir n'a jamais été un coup de sang ni une fuite dramatique. C'était un choix mûrement réfléchi, patiemment élaboré au fil des années de pression qui ont étouffé les parts de moi qui aspiraient à l'indépendance. Je ne suis pas parti pour les punir. Je suis parti parce que je voulais savoir qui je pouvais être sans être constamment corrigé dès que je faisais un choix qui ne correspondait pas à leur conception de la respectabilité. Vivre loin de ce milieu m'a appris que l'identité ne se construit pas lorsqu'elle est sans cesse scrutée, comparée ou redéfinie par quelqu'un qui prend l'autorité pour de l'amour. Mon frère Bradley a été le premier à me faire comprendre que la distance deviendrait la norme dès que je cesserais de rentrer dans le décor. Il a vite compris que l'acceptation s'obtient par l'accord, et il a bâti son confort sur cette règle. Ma sœur cadette, Talia, a suivi le même schéma, à sa manière, plus discrète. Elle ne m'a jamais confrontée, mais son silence a été tout aussi efficace. Les invitations ont cessé d'arriver. Les conversations se sont raccourcies. Le contact visuel a disparu. J'ai appris que le silence pouvait être aussi éloquent qu'un rejet verbal. Quand Marcus est entré dans ma vie, j'ai tout de suite compris que l'intégrer à ce milieu ne serait pas perçu comme une démarche normale dans une relation. Marcus ne correspondait pas à l'image lisse et soignée qu'il chérissait, et je n'avais pas besoin de leur réaction pour deviner la suite. Je savais qu'il ne s'intéresserait ni à son caractère ni à ses intentions. Il jugerait ce qui pouvait être mesuré, comparé, hiérarchisé et rejeté si cela ne les impressionnait pas. Je n'ai jamais été naïf face à cette réalité, et je n'ai jamais rêvé d'une chaleur humaine illusoire. Ma décision d'aller à cette fête d'anniversaire n'a jamais été motivée par une volonté de réconciliation. Je n'y suis pas allé dans l'espoir de réparer quoi que ce soit ou de reconstruire ce qui s'était brisé en silence avec le temps. J'y suis allé parce que, pour la première fois, je voulais me tenir dans cette pièce sans me faire toute petite. Je voulais m'asseoir à cette table sans moduler ma voix, sans filtrer mes mots, sans m'excuser pour les choix qui m'avaient enfin permis de trouver ma voie. Je voulais une confirmation, pour moi-même et non de leur part, que je n'étais plus celle qui cédait simplement pour survivre. Entrer dans cette fête était une affirmation personnelle. Je ne me considérais plus comme quelqu'un qui avait besoin d'une autorisation pour exister. Je ne recherchais pas l'approbation. Je testais ma propre force. J'avais besoin de savoir que je pouvais me tenir là sans me replier sur moi-même, sans marchander, sans expliquer pourquoi je méritais de prendre place dans une pièce qui, autrefois, m'avait fait me sentir invisible. Le matin de mon anniversaire, tout me paraissait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être pour ce qui était censé être un simple trajet en voiture. J'ai emballé le cadeau pour papa d'une main ferme, mais ce que je ressentais n'avait rien à voir avec de la chaleur ou de l'amour. J'avais plutôt l'impression d'assumer une responsabilité que je n'avais jamais demandée, mais que je portais depuis des années. La boîte était impeccable. Le ruban était parfaitement centré,
Mais j'avais toujours la poitrine tendue, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nervosité d'une fête de famille ordinaire. J'ai déposé le cadeau délicatement sur le siège passager, non pas parce qu'il était fragile, mais parce que j'avais besoin d'un certain cadre avant d'entrer dans un espace qui ne m'était jamais familier. Marcus a remarqué le changement dans ma respiration bien avant que je ne dise quoi que ce soit. Il n'a posé aucune question tout de suite. Il n'a pas cherché à engager la conversation, mais je sentais son attention posée sur moi tandis que nous quittions mon appartement. Il a vu mes mains se crisper sur le volant et mes épaules rester tendues même lorsque la route s'est dégagée et que la circulation a ralenti. Il ne l'a pas dit à voix haute, mais je savais qu'il comprenait que ce n'était pas simplement une virée pour mon anniversaire. C'était quelque chose de bien plus ancien et de bien plus lourd. Je n'ai pas expliqué à propos de mon père en détail, car je n'avais jamais appris à le décrire avec des mots justes. Je ne pouvais pas décrire des années de contrôle sans avoir l'impression d'exagérer, et je ne pouvais pas adoucir la vérité sans me sentir malhonnête. Alors j'ai choisi le silence. Marcus a dû interpréter la situation à travers mon comportement plutôt qu'à travers des récits, ce qui signifie qu'il a remarqué chaque petit signe de stress que j'essayais de dissimuler. Il a vu comment j'hésitais avant de répondre à une simple question. Comment je regardais l'heure trop souvent, comment ma mâchoire se serrait à chaque virage qui menait au chalet. Cette angoisse ne venait ni de mon imagination ni de la peur de l'inconnu. Cela venait de ma connaissance précise de la façon dont papa contrôlait l'atmosphère de chaque pièce où il entrait. Il avait ce don de changer l'ambiance sans élever la voix, de faire changer de ton à chacun d'un simple regard. Je savais à quel point le calme pouvait vite se figer lorsqu'il décidait que quelqu'un avait dérapé, car j'avais vécu dans ce contexte presque toute ma vie. Cette certitude me pesait sur la poitrine tandis que les kilomètres défilaient, devenant de plus en plus pesants à mesure que nous approchions de notre destination. Marcus gardait une voix calme, attentif à ne pas me brusquer ni me provoquer, attentif à ne pas transformer le trajet en interrogatoire. Il me posait des questions anodines sur l'itinéraire, si je voulais un café, la température dans la voiture. Mais chaque question semblait être une tentative de me laisser respirer plutôt qu'une façon de combler le silence. Je l'appréciais plus que je ne pouvais l'exprimer, car cela signifiait qu'il était attentif sans rien exiger de moi, alors que je n'avais pas la force de répondre. À mi-chemin environ, j'ai ressenti une telle oppression dans la poitrine que j'ai dû lâcher le volant. Ce n'était pas une pensée soudaine. J'avais cette impression familière que ce voyage ne se terminerait pas sans heurts, malgré tous mes efforts pour l'aborder avec délicatesse. J'imaginais déjà la tension palpable à notre arrivée. Je savais comment les conversations détourneraient l'attention, attirant l'attention sur moi sans que personne ne le dise ouvertement. J'ai ignoré cette sensation, car c'était ce que j'avais appris à faire auparavant, refouler le malaise et faire comme si de rien n'était. Je me suis dit que cette fois serait différente, simplement parce que je n'étais pas seul, parce que j'avais choisi d'entrer dans cette situation de mon propre chef, plutôt que de m'y laisser entraîner par les attentes. Malgré cette pensée, le malaise persistait. J'étais là, tapis juste sous la surface, immobile et silencieuse, refusant de disparaître. Alors que la cabine apparaissait, je savais déjà au fond de moi que quelque chose, dans cette journée, allait changer ma perception de tout ce qui avait précédé. Dans le salon privé, l'atmosphère changea dès que nous y entrâmes. Papa regarda Marcus avant de me regarder, et il ne cherchait pas à dissimuler le jugement dans son regard. Ce n'était ni de la curiosité, ni de la prudence. C'était un calcul silencieux, froid et délibéré. Son regard glissa lentement des chaussures de Marcus à sa posture, puis à la façon dont il se tenait près de moi, sans chercher à impressionner qui que ce soit. Je sentis cette oppression familière dans ma poitrine en reconnaissant ce regard, celui qui signifiait toujours que quelqu'un avait déjà échoué avant même d'avoir pu parler. Les commentaires commencèrent comme des remarques anodines, du moins en apparence, mais l'intention derrière était si tranchante qu'elle aurait pu transpercer toute la pièce. Papa inclina légèrement la tête en tenant son verre et dit « C'est ça, la confiance en soi, de nos jours, où tu t'es habillé à la va-vite. » Quelques invités se tortillèrent, mal à l'aise. Certains baissèrent les yeux, d'autres sourirent poliment. Marcus ne laissa rien paraître. Il resta impassible, sans se redresser ni chercher à se défendre, ce qui sembla seulement irriter davantage papa. Puis le ton changea et il aborda les thèmes de l'argent et du pouvoir, et les paroles cessèrent d'être des plaisanteries. Papa a ri légèrement et a dit « Il faut un certain niveau de réussite pour entrer dans des pièces comme celle-ci. Tout le monde ne grandit pas avec cette compréhension. » Il a fait un geste ample autour du salon et a ajouté « Certaines personnes devraient rester près de la porte pour qu'elles ne se trompent pas de place. » La pièce m'a paru plus oppressante, comme si les murs s'étaient rapprochés sans que personne ne les touche, et le silence des invités était pesant, impossible à ignorer. J'ai regardé Marcus du coin de l'œil et j'ai compris quelque chose d'important à cet instant. Il n'a pas bronché. Il n'a pas figé.
Et il n'a pas cherché à discuter. Il est simplement resté là, comme s'il avait décidé que rien de ce qui avait été dit ne méritait d'être gardé pour lui. Cette prise de conscience a été plus douloureuse que les insultes elles-mêmes, car elle m'a fait réaliser à quel point j'étais habitué à laisser ce genre de traitement se produire sans réagir. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu ni d'une gaffe. C'était une mise en scène délibérée de papa pour rappeler à tous qu'il était toujours aux commandes. Il n'y a eu aucune explosion soudaine d'émotions en moi, aucune confrontation dramatique, aucune élévation de voix. J'ai lentement pris la main de Marcus, et lorsque nos doigts se sont touchés, la décision m'a paru claire et définitive. Je n'ai rien annoncé, je n'ai demandé la permission à personne, et je n'ai donné aucune explication. Je me suis simplement tourné vers la sortie et j'ai commencé à marcher, gardant une poigne suffisamment ferme pour lui faire comprendre que j'avais préféré sa présence à l'approbation que l'on m'avait appris à rechercher. Tandis que nous traversions la pièce, je sentais des regards nous suivre, certains curieux, d'autres choqués, d'autres encore discrètement soulagés de ne pas être visés. Papa n'a pas crié pour nous arrêter. Il ne s'est pas excusé, et il n'a pas cherché à atténuer ses propos. Il s'est contenté de regarder, et ce silence a confirmé tout ce que j'avais besoin de comprendre du choix que je venais de faire. Je n'avais aucune envie de me retourner, aucun besoin de me justifier, car pour la première fois, je n'ai pas réagi. Ma décision était prise. Lorsque nous avons atteint le couloir qui s'éloignait du salon, mon cœur s'est senti d'une sérénité surprenante. Et je savais que la réaction la plus forte que j'ai jamais eue dans cette pièce avait été de partir sans la moindre discussion. 30 minutes plus tard, j'ai perçu un changement dans l'atmosphère avant même que quiconque n'ait prononcé un mot. Cela a commencé par de petits détails qui détonnaient avec le rythme habituel d'une fête. Les serveurs ralentissaient, les invités jetaient des regards furtifs autour d'eux, comme s'ils attendaient des instructions qui ne venaient jamais. Marcus s'était éloigné de la foule, son expression calme d'une manière qui ne semblait plus fortuite, et j'ai senti que quelque chose changeait avant même de comprendre quoi. Il a pris son téléphone d'un geste maîtrisé, a composé un numéro de mémoire, puis a parlé d'une voix sans colère ni hésitation, empreinte de certitude. Il n'a pas élevé la voix, n'a pas discuté, n'a pas donné d'explication. Il a donné des instructions brèves et directes, arrêter le service, immobiliser le personnel, mettre la musique en pause et verrouiller les commandes techniques. Son ton était neutre. Il était professionnel, comme celui de quelqu'un qui avait l'habitude de faire cela. En quelques minutes, les serveurs disposaient des plateaux de nourriture au milieu de la salle, les maintenant en place sans être servis. Les conversations autour de la salle ont commencé à s'interrompre, chacun sentant que quelque chose avait été dérangé. La musique s'est éteinte sans prévenir. Les lumières de la scène s'éteignirent à moitié. Les micros cessèrent de fonctionner. Et ce qui avait été une soirée privée et élégante se transforma en une pièce où régnait la confusion, prisonnière d'un silence pesant. Personne ne comprenait qui avait le droit de provoquer un tel arrêt brutal, mais personne n'osait le questionner. J'observais les invités échanger des regards gênés tandis que mon père fixait la scène, comme si une main invisible l'avait possédé. Pour la première fois de la soirée, il semblait incertain plutôt qu'impétueux. Et cela seul me confirma que ce moment n'était pas un hasard. Je me tournai vers Marcus, non pas paniqué, non pas effrayé, mais avec une lucidité qui me surprit moi-même. Je lui demandai pourquoi il avait le droit de donner des ordres capables de paralyser une salle remplie de gens fortunés en quelques secondes. Je ne chuchota pas. Je ne l'accusai pas. Je demandai simplement la vérité, au lieu de faire des suppositions. Il me regarda, et cette fois, pas de sourire vague, pas de mystère moqueur, pas de paroles indirectes. Il me dit que le lodge n'était pas qu'un simple lieu loué pour lui. Il m'a dit que c'était l'une de ses propriétés, non pas en tant qu'investisseur dissimulé derrière des contrats, mais en tant que véritable propriétaire de toute la chaîne qui contrôlait les complexes hôteliers privés de la région. Il m'a expliqué qu'il avait choisi de ne pas me le dire plus tôt car il voulait être perçu comme une personne, et non comme un titre, et qu'il souhaitait que je le choisisse sans la pression du statut. Ces mots ne résonnaient pas avec force. Ils pesaient lourd d'une autre manière. Ils ont résonné lentement, silencieusement, mais avec un poids indélébile. À cet instant, toutes les insultes que mon père lui avait lancées ont perdu leur sens. Chaque remarque sur la valeur, l'argent, le pouvoir, la classe sociale et l'apparence semblait soudain vide de sens. L'image que mon père s'efforçait tant de préserver n'avait plus aucune valeur lorsque la pièce elle-même a répondu à Marcus sans hésitation. Je n'étais pas choqué. Je ne me sentais pas trahi. Je ressentais quelque chose de plus stable que l'un ou l'autre. J'ai compris que l'homme à mes côtés n'avait jamais eu besoin d'élever la voix pour asseoir son autorité, tandis que celui qui m'avait élevé avait perdu le contrôle au moment crucial. Et pour la première fois de ma vie, le mot « pauvre » cessa de sonner comme une insulte pour devenir un mensonge. 1 heure plus tard, l'atmosphère de la cabine avait complètement changé.
Le luxe maîtrisé avait laissé place à une incertitude inattendue. Pourtant, tous les invités, vêtus avec élégance et confort, se mirent à dégainer leur téléphone sans prévenir, non pas par choix, mais par réflexe, chacun voulant immortaliser un instant insensé. La curiosité se mua rapidement en instinct, et les appareils photos suivirent l'effervescence, comme on suit la lumière dans l'obscurité. Plusieurs invités filmèrent le personnel figé, le silence pesant et les assiettes inachevées, tandis que la confusion s'emparait des tables soigneusement dressées. Sur les visages, on lisait le malaise, l'incrédulité, un amusement contenu et une réflexion silencieuse. Personne ne voulait être le seul à ne pas avoir de preuve de ce qu'il voyait. Ces enregistrements, bruts, spontanés, imparfaits, semblaient pourtant si réels qu'ils allaient bien au-delà de ces murs. Très vite, ces vidéos ont commencé à apparaître sur Facebook, diffusées spontanément, sans aucune discrétion, sans aucune coordination. Aucun accord n'avait été conclu, aucun signal donné, et personne n'avait besoin d'autorisation pour publier ce que son téléphone avait déjà enregistré. Les images sont passées des profils privés aux espaces partagés, puis aux cercles d'amis, de collègues et de contacts professionnels que mon père considérait autrefois comme intouchables. J'ai vu les écrans se transformer sans intervenir. Je n'ai demandé à personne de publier. Je n'ai donné aucune instruction. Je n'ai fourni aucune explication. Je n'éprouvais aucun besoin de défendre, de clarifier ou d'atténuer l'image qui se formait dans l'espace public. Je suis resté assise en silence, observant la transformation comme si je lisais une histoire écrite par quelqu'un d'autre, car en vérité, plus rien de tout cela ne nécessitait ma participation. Ce que les gens ont vu n'était pas soigneusement construit. Ils ont vu mon père, immobile, le visage tendu, son sang-froid lui échappant sous l'effet de gestes qui ne lui permettaient plus de dominer la pièce. Ils ont vu le moment où l'autorité s'est muée en vulnérabilité, où la confiance a fait place à un malaise palpable. Cette image a commencé à circuler dans les mêmes réseaux qui, jadis, louaient son influence, admiraient son allure et lui faisaient confiance. Ses partenaires commerciaux commencèrent à s'interroger. Ses amis commencèrent à hésiter. Les conversations se détournèrent de ses réussites pour se concentrer sur son comportement. L'équilibre qui avait toujours penché en sa faveur semblait de plus en plus fragile, la curiosité remplaçant la loyauté et le doute la familiarité. Il avait bâti sa réputation sur l'idée qu'il était intouchable, et désormais, il se retrouvait au cœur d'une histoire qui ne lui appartenait plus. Je suis resté un observateur silencieux tout au long de cette période. Je n'ai partagé aucun lien avec lui. Je n'ai défendu personne. Je savais que les changements les plus profonds surviennent rarement par la confrontation, mais par une exposition irréversible une fois que les gens ont vu l'image de leurs propres yeux. La dynamique du pouvoir ne s'est pas effondrée en un instant dramatique. Elle a évolué lentement, presque silencieusement, comme une structure qui commence à se fissurer avant même que le son ne parvienne à l'extérieur. Son nom commença à inspirer l'incertitude plutôt que l'autorité. Sa présence commença à susciter des questions plutôt que de la fierté. Cette transformation n'était pas de mon fait, ni de celui de Marcus, ni le fruit d'un plan délibéré. Elle était le fruit de l'instant lui-même, des appareils d'enregistrement, de la curiosité humaine et de cette vérité. Aucun contrôle ne peut survivre une fois que le monde entier commence à observer sans permission. Et j'ai compris pour la première fois que le silence pouvait parfois être plus éloquent que n'importe quelle explication. 3 jours plus tard, le silence remplaça le brouhaha qui avait jadis entouré le monde de papa, non pas comme un effondrement brutal, mais comme un retrait lent et inéluctable qu'il ne pouvait maîtriser. Les invitations quotidiennes cessèrent sans explication. Les appels des responsables communautaires se muèrent en reports polis, puis disparurent complètement, le laissant en marge des cercles où il avait jadis exercé une influence prépondérante. Je ne l'appris pas directement de lui, mais par des conversations lointaines, par des messages transmis silencieusement par ceux qu'il avait jadis considérés comme intouchables, et le schéma était toujours le même. Il n'était plus le bienvenu au centre de rien. Ses partenaires commerciaux, fidèles depuis des décennies, ne le confrontèrent pas, ne discutèrent pas, n'exigèrent aucune explication. Ils se contentèrent de garder leur distance, privilégiant leur réputation à tout lien affectif qu'ils auraient pu avoir avec lui. Les contrats furent reportés, les réunions annulées, les partenariats de longue date dissous sans conflit, comme s'il était devenu un risque que personne ne voulait côtoyer. J'ai observé tout cela se dérouler d'une distance étrangement sereine, car pour la première fois de ma vie, son statut ne dictait plus mon sentiment de sécurité. Bradley et Talia n'ont ni appelé, ni posé de questions, ni cherché à se défendre, ni accusé. Ils ont simplement créé une distance si grande qu'il était évident qu'ils avaient choisi la neutralité plutôt que le contact. Je comprenais leur silence sans ressentiment, car je savais qu'ils protégeaient leur propre conception de la stabilité, évitant de devenir victimes d'un conflit qui ne les concernait pas personnellement. Leur distance n'était pas vécue comme une trahison.
C'était plutôt la confirmation que la structure familiale que j'avais tant redoutée perdait enfin son emprise sur mon identité. Papa essayait de me joindre, non pas par une reconnaissance directe, ni par des excuses, mais par des bribes de communication qui ressemblaient davantage à de la négociation qu'à une réflexion. Les messages arrivaient sans crier victoire, évitant les justifications et les demandes de compte qui le présentaient comme la victime plutôt que comme le coupable. J'ai bloqué chaque tentative sans hésiter, non par réaction émotionnelle, mais par un réflexe d'autoprotection délibéré qui ne nécessitait plus de justification. La décision de rompre tout contact n'était pas motivée par un désir de vengeance, ni par un besoin de prouver ma force, mais par la conviction tacite que la paix ne pouvait coexister avec une tension constante déguisée en loyauté familiale. Je ne me suis pas réjoui de son isolement. J'ai préservé ma stabilité, préférant la clarté d'esprit à l'obligation familiale, la distance au mal. Pour la première fois, son absence dans ma vie n'était pas vécue comme une perte. C'était comme un espace. L'espace pour exister sans peur, l'espace pour respirer sans attente, l'espace pour m'appartenir sans autorisation. Je n'ai pas proclamé cette limite. Je ne l'ai pas expliquée. Je n'ai pas cherché à la faire valider. Je l'ai simplement vécue. Et dans ce silence, j'ai trouvé quelque chose d'inédit. La constance, la sécurité et la liberté de construire un avenir qui ne dépendait pas d'une approbation. Une liberté qui n'avait jamais vraiment existé. 6 mois plus tard, ma vie était empreinte d'une sérénité que personne autour de moi ne pouvait percevoir. Car ce changement ne venait d'aucun événement spectaculaire. Il provenait de la disparition de la pression qui avait façonné chacune de mes décisions pendant la majeure partie de ma vie adulte. Je ne me réveillais plus avec le sentiment d'une obligation silencieuse de prouver ma valeur, de justifier mes choix, ni de me préparer émotionnellement avant d'affronter quelqu'un qui mesurait l'amour à l'aune de l'obéissance. La distance avec mon père n'était plus une blessure, mais une stabilité, un socle solide qui me permettait d'avancer sans crainte d'être jugé. Marcus n'était plus cette personne qui se tenait à mes côtés sous le regard silencieux de quelqu'un qui m'évaluait. Il était devenu celui qui marchait à mes côtés sans condition, sans test silencieux, sans que j'aie besoin de me justifier pour obtenir une approbation jamais sincère. Notre relation a cessé d'être une lutte silencieuse contre des attentes et s'est transformée en un partenariat fondé sur le respect mutuel, la confiance et la sécurité émotionnelle. J'ai remarqué à quel point je pouvais respirer facilement en sa présence, combien les conversations devenaient naturelles, combien le silence entre nous était apaisant plutôt que tendu, et que je n'avais jamais besoin de traduire ma douleur pour qu'il comprenne mes limites. L'idée même de famille a évolué, discrètement, sans grandes annonces, sans confrontation, sans conflit. J'ai cessé de voir la famille comme une entité, définie par les liens du sang, le silence et la patience, et j'ai commencé à la percevoir comme une construction fondée sur la constance, le respect et la liberté de dire non sans conséquence. J'ai commencé à forger ma propre conception de l'appartenance, une conception qui autorisait la distance quand elle était nécessaire, la proximité quand elle était méritée et la paix là où elle était autrefois impossible à trouver. J'ai compris que l'amour ne devait pas être vécu comme une pression et que la loyauté n'impliquait pas forcément l'abandon de soi. Garder mes distances avec mon père est devenu un choix conscient. Je me renouvelais chaque jour, non par colère, non par ressentiment, mais par lucidité. J'ai cessé de mesurer ma force à la douleur que je pouvais endurer et j'ai commencé à la mesurer à ma capacité à préserver ma paix intérieure. Je ne me sentais pas coupable lorsque les semaines passaient sans entendre sa voix. Je ne me sentais pas faible en ignorant les tentatives de contrôle plutôt que de responsabilisation. Et je ne me sentais pas perdu en acceptant que certaines relations ne peuvent être réparées sans que je m'autodétruise. J'ai aussi appris le silence qui fortifie au lieu d'appauvrir. J'ai appris à m'éloigner au moment précis où le respect disparaît, à fermer les portes sans les claquer et à choisir la solitude plutôt que des compromis qui me coûteraient ma raison. Je n'ai plus expliqué mes décisions à ceux qui n'ont jamais écouté ma souffrance, et j'ai cessé de chercher la validation auprès de lieux qui ne m'avaient jamais offert de sécurité. Ma vie est devenue plus simple, plus lente, plus authentique, bâtie sur la paix plutôt que sur l'endurance.